tous. Eh bien, nous allons continuer ces 28e journées Pédiadol avec un chapitre qui va être consacré aux douleurs du nouveau-né. Et pour nous parler de ces douleurs du nouveau-né, quatre intervenants, donc Isabelle Walter, Stéphane Eschobard, Myriam Blidi et puis Pierrick Poibout. C'est Pierrick Poibout qui prendra la parole en premier pour nous parler de ce que nous apprend la recherche de l'impact de la séparation en période néonatale sur la douleur du nouveau-né. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez correctement. Euh, voilà, effectivement, notre laboratoire à Strasbourg, en fait, s'intéresse beaucoup à la douleur du nouveau-né et en particulier le nouveau-né prématuré. On s'intéresse à cette douleur, mais on s'intéresse également à ses conséquences potentielles, en particulier suite à la prise en charge en unité de réanimation néonatale. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que nous avons faits ces dernières années et qui impliquent en particulier l'ocytocine, une hormone qui est bien connue pour son rôle dans la reproduction, mais qui a eu un regain d'intérêt pour ses effets sur le cerveau au sens large, en particulier sur les émotions et la sociabilité. Sur la diapositive suivante, qui est un petit peu brutal, vous avez en fait un résumé des événements qui nous intéressent lorsqu'on parle de prématurité. Et vous voyez en particulier qu'au cours du développement du cerveau, le système de la douleur, les circuits de la douleur se mettent en place progressivement. Et l'événement qui va être important pour nous, c'est vers 22 semaines d'aménorrhée, 22-24 semaines, la mise en place des connexions vers le cortex. Cette transmission d'informations euh, potentiellement dommageables vers le cortex laisse supposer qu'à partir de ce moment-là, il y a possibilité pour le nouveau-né prématuré ou pour le fœtus d'avoir une conscience, puisque le cortex est le siège de la conscience. Donc, on voit aussi toutes les implications que peut avoir cette connexion, puisque s'il y a possibilité de conscience, il peut y avoir derrière des problématiques éthiques. L'autre événement qui a été identifié ces dernières années, en particulier par le groupe de Rebecca Slater, qui est une élève de Maria Fitzgerald que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la possibilité pour le nouveau-né de discriminer entre des stimulations douloureuses et non douloureuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de 32 semaines, à peu près autour de cette date, il est possible d'enregistrer des activités corticales distinctes en fonction des stimuli qui sont proposés au nouveau-né, soit des stimuli douloureux qui vont avoir une signature particulière, des stimuli non douloureux qui ont une autre signature. Avant cette date, la douleur est prise en charge avec toutes les autres stimulations par des voies qui sont des voies également pour la sensibilité tactile ou la proprioception. Et ça peut expliquer pourquoi le nouveau-né prématuré et le nouveau-né en général a une hypersensibilité vis-à-vis des stimulations environnementales. Alors ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans notre laboratoire, qui s'intéresse à l'adversité précoce, à l'adaptation et aux douleurs. Et sur la diapositive suivante, euh, on a développé plusieurs objectifs. D'abord, regarder quand est-ce que le système nociceptif se met en place et comment il est influencé par ces stimulations sensorielles, en particulier par les prises en charge en unité de réanimation néonatale. On s'intéresse également à l'expression douloureuse de ces enfants nouveau-nés, prématurés ou non, et aux conséquences à long terme des événements adverses de vie. Et là, vous avez une image de notre petite salle dans l'unité de soins intensifs où l'on est capable d'enregistrer ces nouveau-nés par des techniques d'imagerie, par spectroscopie proche infrarouge, d'électroencéphalographie pour faire des potentiels évoqués, par exemple, également associés à des monitorages des fonctions physiologiques qui permettent également des analyses comportementales par l'utilisation de vidéos. Et vous voyez qu'on peut administrer à ces enfants des stimulations sensorielles à travers des odeurs, des sons, des lumières, et évidemment, on peut également étudier l'impact
par exemple, de la voix maternelle, de la présence parentale, de la prise en charge en chambre collective, en chambre individuelle. Ce sont des projets qui sont en cours. Parallèlement à ces mesures, on effectue également des dosages biochimiques et des analyses génétiques lorsque c'est nécessaire. Sur la diapositive suivante, je vous présente en fait quelques éléments qui montrent et qui confirment ce que l'on sait depuis des années, mais que c'est toujours important de le rappeler et de le confirmer, que le nouveau-né prématuré est hypersensible aux stimulations sensorielles. Un travail qui a été fait par Pierre Kuhn il y a quelques années sur la... Alors malheureusement, vous le verrez peut-être... Ah oui, c'est ça, non, pardon. Donc ça, c'est une revue que nous avons publiée récemment et qui montre en fait les différents stresseurs que vont subir potentiellement les nouveau-nés prématurés, comme la séparation parentale, les douleurs induites par les soins, comment les soins éventuellement peuvent aussi améliorer la trajectoire de santé de ces enfants, l'exposition à la lumière, on sait que la lumière peut avoir un impact important, au son, les alarmes par exemple, et au son en général des équipes qui travaillent, les troubles du sommeil, l'exposition à des odeurs hospitalières aussi, je vais en parler tout de suite, et éventuellement l'exposition à des douleurs dues à des chirurgies et en tout cas des récupérations post-opératoires. Donc sur la diapositive suivante, voilà quelques exemples de ce qui a été fait par le passé par l'équipe de Pierre Kuhn. À gauche, vous avez par exemple ce très beau travail qui a été publié dans Cerebral Cortex, qui a montré par exemple que les solutions hydroalcooliques étaient en capacité de générer des douleurs chez les nouveau-nés prématurés et de sensibiliser le système trigéminal et potentiellement avoir un impact sur une sensibilisation à plus long terme. Donc ça, c'est un travail qui a été publié en 2017 qui montre que les odeurs hospitalières, les solutions hydroalcooliques que nous utilisons tous, si elles ne sont pas bien évaporées et exposées, en tout cas présentées aux enfants à travers le système olfactif, peuvent être génératrices de douleurs. Et sur la droite, vous avez un travail qui vient d'être publié dans Children par notre équipe et qui a en fait reproduit les sons des alarmes dans leur volume, intensité, et également les lumières auxquelles sont exposés les nouveau-nés prématurés. Et on a fait en parallèle une mesure avec l'échelle d'Anne des expressions comportementales. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que lorsqu'on expose ces nouveau-nés prématurés à des sons habituels en unité de réanimation et à des lumières habituellement observées dans ces unités, on a une augmentation en fait des scores d'Anne et en particulier des scores supérieurs à 3 qui sont en général des seuils pour délivrer un traitement antalgique. Et donc, je vous recommande la lecture de ce travail qui, évidemment, a été une surprise pour nous et qui nous oblige aussi à être vigilants par rapport à l'environnement en son, en lumière et évidemment en odeur de ces enfants. Alors, sur la diapositive suivante, je vous présente en fait une diapositive conceptuelle qui nous permet aussi de modéliser ces problématiques liées à la stimulation environnementale des prématurés, en particulier en utilisant le rongeur. Le rongeur, les naissances chez les rongeurs ont lieu à 21 jours et le système nerveux des rongeurs est en tout point identique en termes de développement à celui d'un enfant qui naîtrait au début du 3e trimestre de grossesse chez l'homme. Et d'une certaine façon, même si c'est pas une prématurité chez le rongeur, il n'y a pas de rongeur prématuré, mais ils naissent avec un cerveau qui est très immature et qui correspond à celui d'un enfant né prématurément. Et donc ça nous permet, chez le rongeur, de proposer au nouveau-né, dans les 2-3 semaines qui suivent la naissance, des stimulations sensorielles qui sont équivalentes à celles qui sont subies par les nouveau-nés prématurés humains. Et ce qui nous a intéressés dans ce modèle, c'est de travailler sur un modèle de séparation maternelle néonatale bien connu, qui induit d'ailleurs des conséquences psychosociales à plus long terme. Mais nous, on l'a utilisé pour regarder l'impact sur les circuits de la douleur, et en particulier dans ses dimensions sensorielles, émotionnelles et sociales. Donc cette séparation maternelle chez le rongeur, elle est entre le 2e et le 12e jour postnatal, 3 heures par jour. Donc c'est pas énorme non plus, mais ça correspondrait peut-être à quelque chose qui est vu par exemple chez l'humain. En tout cas, on pourrait le transposer assez facilement. Donc sur la diapositive suivante,
vous avez en fait les conséquences que l'on a observées chez l'adulte de cette séparation maternelle. Et sur la droite de la diapositive, un certain nombre de graphiques qui vous montrent, d'une part, que les seuils nociceptifs, donc les seuils de sensibilité à la douleur, sont abaissés, ce qui montre l'hypersensibilité aux stimulations nociceptives. Je vous rappelle qu'on est chez l'adulte, un rat qui a plus de 50 jours de vie postnatale, c'est un jeune adulte. Donc on est à distance de l'épisode de séparation maternelle. Donc ils sont bien hypersensibles à la douleur. Et ils ont également, sur le panel B, eu un déficit d'analgésie lié au stress. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ce déficit d'analgésie lié au stress, il touche les systèmes opioïdergiques, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il touche les systèmes ocytocinergiques, l'ocytocine étant impliquée dans l'adaptation au stress et l'analgésie. Sur les panels C et D, vous avez également l'excès d'anxiété qui est observé par différents tests et un déficit de sociabilité, c'est-à-dire que l'animal, s'il a le choix entre découvrir un objet et un de ses congénères, d'habitude va vers un congénère pour jouer ou pour le découvrir tout simplement, et bien là, cette préférence pour le congénère est perdue. Donc ce qui nous permet par exemple de mettre le doigt sur un trouble de la sociabilité. C'est un test classique. Alors sur la diapositive suivante, nous avons fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir, à cause de cette séparation maternelle, un dysfonctionnement des systèmes ocytocinergiques. Et pour vérifier cela, nous avons tenté de faire un sauvetage de ce phénotype anxieux, troubles de sociabilité, hypernociception, déficit d'analgésie lié au stress. Et pour faire ça, pendant la période de séparation, nous avons administré au nouveau-né de l'ocytocine directement, avec l'espoir de corriger ces phénotypes. Eh bien, vous voyez sur ces graphiques dessous que nous avons pu corriger la nociception à des niveaux équivalents à un animal contrôle, non séparé. Nous avons pu, par l'injection d'ocytocine, corriger l'analgésie induite par le stress, au moins partiellement, corriger l'anxiété et corriger la sociabilité. Et donc ce résultat, quelque part, a été très encourageant et nous a permis d'aller un peu plus loin. Et nous nous sommes posé la question de comment l'ocytocine pouvait fonctionner et corriger ce phénotype. Donc sur la diapositive suivante, si c'est possible de la passer, mais voilà. Nous avons eu une chance énorme, c'est que dans notre laboratoire, on travaille sur l'ocytocine depuis des années, et en particulier sur son mécanisme d'action analgésique. Et nous avons été parmi les premiers à démontrer qu'en fait l'ocytocine agissait directement sur la moelle épinière, par exemple, ou sur les structures émotionnelles du cerveau, pour réduire les composantes émotionnelles et sensorielles de la douleur. Nous avons également pu montrer il y a quelques années que l'ocytocine agissait en périphérie pour réduire les messages douloureux codés par les neurones sensoriels. Et donc, nous étions parfaitement armés pour répondre à cette question sur la séparation maternelle. Et nous savons que l'ocytocine, en fait, va recruter l'inhibition GABAergique, va augmenter l'inhibition GABAergique. Et sur cette diapositive, vous avez un exemple de comment l'inhibition GABAergique est mise en jeu, principalement par des récepteurs canaux qui laissent passer les ions chlorure. Et en fait, lorsque ces récepteurs sont activés, on a une hyperpolarisation membranaire et c'est en fait l'inhibition neuronale. Et pour que cette inhibition soit bonne, il faut que les gradients chlorure, les ions chlorure soient bien répartis de part et d'autre des membranes cellulaires. Et ce que l'on sait, c'est que l'ocytocine va être un régulateur très fin et très puissant des transporteurs qui régulent les concentrations en ions chlorure. Et donc automatiquement, comme nous avions travaillé beaucoup sur les mécanismes d'action moléculaires et cellulaires, on s'est dit peut-être que les phénotypes que l'on observe suite à la séparation maternelle impliquent un défaut d'inhibition GABAergique et un trouble de l'homéostasie des ions chlorure à travers les membranes. Et c'est ce que nous avons cherché à vérifier. Dans un premier temps, nous avons regardé l'expression des transporteurs pour les ions chlorure, et vous les avez sur la partie droite de la diapositive, on les appelle KCC2 et NKCC1. Ce sont des transporteurs qui régulent les concentrations en ions chlorure. Et l'un d'entre eux, le KCC2, est régulé directement par l'ocytocine. Et on s'est dit, pourquoi pas celui-là? Ça serait formidable, ça serait
l'explication de pourquoi l'ocytocine dysfonctionne chez ces enfants. Et donc, sur la diapositive suivante, nous avons regardé l'expression de ces transporteurs dans la moelle épinière et dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est en partie A et dans la moelle épinière en partie B. Et ce que l'on a pu constater, c'est qu'au cours du développement, à 14 jours postnatal, 24 jours postnatal, 45 jours postnatal, 100 jours postnatal, on ne voit pas vraiment de différence sur le KCC2 dans la moelle épinière, un petit peu dans le cerveau, mais on voit surtout une très forte surexpression de l'autre transporteur, le NKCC1. Et ça, c'était pas du tout attendu, c'était une petite surprise. C'est-à-dire qu'il semble que le transporteur qu'était notre première hypothèse ne soit pas la cible préférentielle des dysfonctionnements que l'on observe, mais que ce soit plutôt l'autre transporteur, le NKCC1, qui est surexprimé et qui va conduire potentiellement à ces dysfonctionnements. Alors, comment on peut vérifier cette hypothèse d'un point de vue pharmacologique? Avec l'animal, c'est un peu plus facile, évidemment, vous vous en doutez. Mais on connaît un très bon inhibiteur de ce transporteur NKCC1. Et cette molécule, vous la connaissez probablement, c'est le bumétanide. C'est un diurétique qui est utilisé chez l'homme, hein. Et le bumétanide, vous avez peut-être en entendu parler parce qu'il y a un essai clinique qui vient de se terminer sur l'autisme en particulier, qui vient d'être réalisé. Alors, quand on utilise le bumétanide dans notre étude, ponctuellement sur ces adultes qui ont des dysfonctionnements, et c'est la diapositive suivante, on va essayer de bloquer le NKCC1 qui est surexprimé. Eh bien, vous voyez sur la diapositive qu'on va corriger, comme avec l'ocytocine, les seuils nociceptifs à une valeur habituelle, similaire aux individus contrôle, non séparés. On va corriger l'analgésie liée au stress, on corrige l'anxiété et on corrige la sociabilité. Donc c'est un résultat assez remarquable de sauvetage de ces dysfonctionnements comportementaux et émotionnels. Donc, il semble bien que la dérégulation des ions chlorure par le transporteur NKCC1 et corrigée par le bumétanide et corrigée par l'ocytocine soit la cible, en tout cas soit l'explication de ces conséquences à long terme de la séparation maternelle. Et la question, c'est comment on explique ça, que ce transporteur soit surexprimé. Eh bien, ce transporteur, sur la diapositive suivante, il est très fortement influencé par l'état neuro-inflammatoire du tissu nerveux. Et donc, l'hypothèse serait que chez les individus qui ont eu une séparation maternelle, on a une surexpression des cytokines pro-inflammatoires, et c'est le cas. Nous avons pu vérifier ça. On a une surexpression des interleukines 1 bêta, comme vous le voyez sur les barres noires, dans le cerveau, comme dans la moelle épinière. On a une surexpression de l'interleukine 6, du TNF-alpha, de la cyclooxygénase 2 qui n'est pas présentée, et on a aussi un écroulement des cytokines anti-inflammatoires, comme l'interleukine 10 chez le rat. Là où c'est vraiment une bonne piste dans l'ocytocine, c'est que le groupe d'Olivier Beau à Genève a très bien montré que l'ocytocine avait un effet anti-inflammatoire, et la boucle est bouclée d'une certaine façon. Pour notre hypothèse, on pourrait supposer que le déficit d'ocytocine lève un frein sur l'activité neuro-inflammatoire dans le cerveau, et que cette activité qui est plus importante stimule l'expression du transporteur NKCC1 qui va déréguler les gradients chlorure, faire chuter l'inhibition GABAergique et permettre l'expression d'une hypernociception, de troubles de l'anxiété, d'une analgésie déficitaire après un stress et de troubles de la sociabilité. Donc sur la diapositive suivante, j'en arrive à ma conclusion. Donc la séparation maternelle néonatale chez l'animal entraîne une hypersensibilité nociceptive. Ça a également été vu chez le nouveau-né prématuré. Un excès d'anxiété, ça a également été vu chez le nouveau-né prématuré à distance. Un déficit d'analgésie lié au stress, ça n'a pas été bien caractérisé, mais on sait que la gestion du stress chez certains nouveau-nés prématurés peut être un souci. Un trouble de sociabilité, vous imaginez bien que l'on a en tête les troubles du spectre de l'autisme qui sont présentés par un certain nombre de nouveau-nés prématurés. Les conséquences semblent être induites au moins
par un dysfonctionnement du système ocytocinergique au cours du développement cérébral, mais je vous ai dit qu'il y a d'autres systèmes qui sont impliqués. On aura bientôt des résultats sur le système opioïdergique qui dysfonctionne également. Les conséquences moléculaires et cellulaires, c'est probablement une surexpression des cytokines pro-inflammatoires que l'on va tester chez l'homme également. Une surexpression du transporteur NKCC1, donc qui est responsable de ces gradients chlorure, qui régule l'inhibition GABAergique et la rend moins efficace. Et donc, vous avez ce petit schéma dans notre dernière publication qui a été publiée dans Brain Behavior and Immunity chez l'animal. Et ce que je voulais vous dire pour finir, c'est qu'en fait, on est en train de tester cette hypothèse actuellement dans un essai clinique qui maintenant se déroule depuis plus d'un an sur le nouveau-né prématuré, dans une étude clinique où on manipule le pot à peau précoce, que ce soit par le papa, par la maman, l'environnement direct des nouveau-nés prématurés en chambre parentale, en chambre collective et en chambre individuelle. Ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec le Karolinska en Suède, et des dosages d'ocytocine salivaire. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2022 pour les résultats de cette étude. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. La dernière diapositive, quand même, est importante. J'allais l'oublier, si vous pouvez la présenter. C'est remercier évidemment le groupe de réanimation néonatale de l'hôpital de Haute-Pierre, qui est dirigé par le professeur Pierre Kuhn et tous les internes PH qui participent à l'étude, nos infirmières de recherche et psychologue. Et donc ce projet est piloté par Pierre Kuhn et Megan Melchior, qui est maître de conférence en neuropsychologie. Et je remercie évidemment tous les soutiens que nous avons pu avoir et le talent de tous les jeunes médecins et chercheurs qui ont participé à cette étude. Bien, merci beaucoup Pierrick, c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions, peut-être. On voit, en tout cas moi j'en ai une. On voit bien que l'ocytocine semble avoir un rôle central. Est-ce que c'est envisageable ou envisagé de tester cette molécule en clinique humaine? Est-ce que ça a été fait dans d'autres populations? Est-ce que la tolérance serait acceptable chez des nouveau-nés a fortiori prématurés? Alors, la réponse est oui, mais avec quelques précautions, évidemment. La réponse est oui dans le sens où l'ocytocine est disponible à travers des dispositifs de spray spray nasaux et a été testé dans plusieurs études cliniques pour le traitement des troubles du spectre de l'autisme chez des enfants après la naissance et s'ils étaient prématurés, en tout cas à distance de la prise en charge. Les résultats semblent encourageants avec une amélioration en particulier de la sociabilité et de la vie relationnelle, avec un effet qui est plutôt puissant et durable. Et de mémoire, je viens de signaler qu'il y avait des essais qui ont été faits avec le bumétanide, donc ce diurétique, également sur des populations d'enfants souffrant des troubles du spectre de l'autisme, avec un effet qui était observé dans les études qui viennent de terminer, donc c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, mais malgré tout, l'effet serait plutôt correct, mais semble-t-il transitoire. Après, il reste la question de la vigilance par rapport à l'impact de ces traitements qui pourraient être proposés à des enfants prématurés ou même en sortie de prise en charge en unité de réanimation néonatale. Donc ça, je pense que on n'est pas aujourd'hui en état d'avoir les données de pharmacovigilance qui nous permettent d'y aller, malgré la pression de certains chercheurs et cliniciens qui aimeraient bien euh, pousser l'étude en particulier du bumétanide. Et je pense à Benari, par exemple, et qui a beaucoup fait de lobbying pour essayer auprès de Hugo Lagerkrantz et d'autres de promouvoir des essais dans ce sens. Notre façon de faire les choses, Gavier, pour dire la vérité à Strasbourg, c'est de travailler sur la présence parentale, le pot à peau précoce qui est maintenant bien généralisé, y compris en salle de naissance, et probablement ils étaient plus en avance que nous en réanimation néonatale pour promouvoir ces aspects-là. Donc le pot à peau précoce, les soins de développement en tenant compte des rythmes de l'enfant,
la réduction des stimulations sensorielles à des stimulations sensorielles qui sont, entre guillemets, bonnes pour le bien-être du nouveau-né, sont également en mesure d'augmenter les niveaux d'ocytocine. Et donc, on pourrait, comme dirait Boris Cyrulnik, rétablir la niche affective en travaillant mieux, encore mieux, dans les unités de soins et avoir un bénéfice tout aussi bon, à condition que la prise en charge par les parents par la suite soit préparée et qu'il y ait peut-être un peu d'éducation thérapeutique des parents pour leur expliquer qu'il faut continuer à préserver les enfants de stimulations agressives, sachant que les stimulations agressives pour ces enfants-là ne sont pas les mêmes que pour des enfants, entre guillemets, qui n'ont pas eu un épisode d'adversité, pour dire les choses simplement. Voilà, ma réponse est un peu complexe, mais c'est notre piste actuelle, à Strasbourg en tout cas. Très bien, merci beaucoup Pierrick. Et c'est vrai qu'on comprend bien que c'est beaucoup plus élégant de favoriser la synthèse endogène plutôt que donner l'ocytocine exogène. On va peut-être enchaîner. Je sais pas si bon. Et ben, on donne la parole à Elisabeth Walter, qui est néonatologiste à Saint-Joseph, voilà, de mémoire, et qui va nous parler de l'échelle Evindol et de son application en maternité. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le travail de validation de l'échelle Evindol chez nouveau-nés à terme en maternité. Donc j'associe à ce travail l'ensemble des personnes qui ont participé, en particulier Lucie Calamy, Patricia Martret et Elisabeth Fournier-Charrière, ainsi que la fondation Apicil, grâce à laquelle nous avons été au bout de ce travail. Donc l'évaluation de la douleur, c'est une obligation pour tout patient, quel qu'il soit, et des études épidémiologiques réalisées en Europe, dans les services de réanimation néonatale, ont montré qu'en moyenne, seuls 58% des nouveau-nés intubés avaient une évaluation de leur douleur pendant leur séjour en réanimation néonatale. Et en maternité, les enfants sont confrontés régulièrement à des situations douloureuses, mais également à des douleurs aiguës non procédurales, liées en particulier à des accouchements qui peuvent être plus ou moins traumatiques. Nous avons réalisé il y a quelque temps en Île-de-France un audit qui montrait que dans un tiers des maternités interrogées, il n'y avait aucune évaluation de la douleur, parce que, en particulier, celle-ci était longue, difficile, et qu'il n'y avait pas d'échelle adaptée pour l'enfant nouveau-né en maternité. Et lorsqu'une échelle était utilisée, celle-ci était l'échelle douleur et inconfort du nouveau-né. Une enquête un peu plus récente dans les maternités publiques espagnoles a montré que pour la douleur procédurale, une échelle était utilisée pour évaluer la douleur du geste dans 12% des cas, et avec un panel d'échelles très variable allant de la PIPP à l'EDIN en passant par le VA, la NIPS et la CRIES. Donc nous sommes intéressés à EDIN et Evindol parce que ces deux échelles ont des structures similaires. Donc EDIN a été validé en réanimation néonatale chez nouveau-nés prématurés pour évaluer la douleur prolongée, mais cette échelle nécessite un temps d'observation prolongé en dehors et pendant les soins, et à un seuil fixé à 5/15. Evindol est aussi une échelle d'hétéro-évaluation qui a été validée dans un premier temps aux urgences pédiatriques chez l'enfant de 0 à 7 ans, qui mesure la douleur aiguë et la douleur prolongée, et pour laquelle le seuil est de 4/15. Ces deux échelles ont des structures communes, et on voit que dans les deux cas, l'activité faciale, qui est un paramètre constant et le plus fiable dans l'évaluation de la douleur, est bien détaillée, que l'activité motrice, la consolabilité et la relation sont présents dans les deux échelles, mais que les signes de douleur prolongée sont plus faciles à coter avec Evindol. En effet, dans ces items, la prostration, la crispation, l'immobilité sont plus difficiles à détecter dans EDIN. Il faut lire l'item jusqu'au bout dans des phrases qui sont parfois un peu longues. Dans EDIN, il y a également l'altération du sommeil qui est à prendre en compte. Donc nous sommes posé la question de savoir si Evindol serait aussi performante qu'EDIN pour dépister la douleur du nouveau-né en maternité. Donc nous avons fait une étude prospective observationnelle multicentrique en ouvert, dont l'objectif principal est de valider Evindol chez nouveau-né à terme en maternité, et nous avons pris comme référence d'échelle de comparaison l'EDIN. Les objectifs secondaires étaient de voir si EDIN et Evindol étaient équivalentes, que Evindol serait plus facile et plus rapide à coter, avec un temps de cotation de moins 30% environ, et qu'Evindol avait la préférence de 2/3 des soignants. Nous avons donc pour cela inclus des nouveau-nés à terme de plus de 37 semaines, en maternité, en unité kangourou ou en médecine néonatale, suspect ou non de douleur. Donc le nombre de sujets nécessaires était d'environ 100 enfants, parmi lesquels il devait y avoir 1/3 d'enfants non douloureux et 2/3 d'enfants douloureux.
Nous avons défini ici les enfants qui n'avaient pas de douleur lorsque l'Edine était inférieur à 5 pour toutes les cotations, chez le chercheur et le soignant, au repos comme à la mobilisation, que les enfants avaient une douleur légère à modérée lorsque l'Edine était entre 5 et 10 pour au moins une mesure, et si la douleur était intense, si un Edine était supérieur ou égal à 10 pour au moins une mesure, c'est-à-dire au repos ou à la mobilisation chez le chercheur ou le soignant. L'évaluation était chronométrée. Les 2 échelles étaient réalisées dans un ordre aléatoire, soit l'Edine, soit l'Evendolle en premier. Et si l'enfant était douloureux, il devait être évalué a fortiori s'il avait eu un antalgique. Dans le questionnaire, on demandait également à la fin de l'évaluation quelle échelle le soignant avait préféré coter et quels items il avait trouvé difficiles à coter. Donc, les critères de jugement. Donc, notre prérequis, c'était qu'Evendolle dépistait tous les enfants douloureux. Donc, les critères d'évaluation ou de validité, c'est la consistance interne mesurée par le coefficient de Cronbach, la fiabilité interjuge avec les coefficients de corrélation intraclasse. Nous avons regardé la corrélation des scores entre Edine et Evendolle et l'indépendance du score de la douleur par rapport à la fin. Les critères secondaires, c'est l'acceptabilité, donc la préférence des soignants et le temps de cotation, et la facilité de remplissage d'Evendolle. Donc l'étude s'est déroulée en 2 temps. Nous avons inclus au total 91 patients. Dans un premier temps, 34 patients entre mars 2014 et janvier 2016. Puis de janvier à juin 2019, après le recrutement d'une infirmière de recherche clinique, 57 patients. 4 centres ont été inclus en Île-de-France avec 3 chercheurs et 30 soignants formés au préalable à Evendolle, pardon. Donc les enfants étaient une petite majorité de garçons, c'était des enfants à terme eutrophes avec une bonne adaptation avec extra-utérine. La majorité d'entre eux se présentaient en présentation céphalique et certains étaient extraits par voie instrumentale, 25% en moyenne. Et les parents étaient présents lors de l'évaluation, dans plus de 2/3 des cas. Donc, on voit que l'heure de vie à la première évaluation, les enfants sont principalement évalués dans les 24 premières heures de vie, notamment les 2 premières heures de vie en salle de naissance et ensuite de naissance entre H2 et H24. Après H24, c'était en salle de naissance, ensuite de naissance ou en unité kangourou médecine néonatale. Donc, les causes possibles de douleur ou d'inconfort identifiées chez ces enfants étaient principalement des lésions du scalp, soit des bosses sérosanguines ou des céphalématomes, parfois des lésions cutanées plus ou moins importantes. Alors, lorsqu'on regarde maintenant la répartition des enfants, on voit qu'il y a eu 43, soit 47% d'enfants non douloureux et 48, soit 53% d'enfants douloureux, parmi lesquels 20 enfants étaient douloureux. Donc, sur ce graphique, on voit les enfants. Donc, notre référence, je vous rappelle, c'était Edine avec un score à 5. Donc, et on voit la répartition des enfants non douloureux, moyennement douloureux et très douloureux avec Edine et Evendolle. Maintenant, lorsqu'on regarde la répartition des scores avec un Edine supérieur ou égal à 5 et Evendolle supérieur ou égal à 4, on voit que au repos chez le chercheur, au repos chez le soignant, ou à la mobilisation chez le chercheur, à la mobilisation chez le soignant, sur le graphique de gauche, il y a le même nombre d'enfants. Et lorsqu'on regarde maintenant l'Edine et l'Evendolle au repos ou à la mobilisation chez le chercheur ou le soignant, repos ou mobilisation chercheur et soignant, repos et mobilisation chercheur ou soignant, repos et mobilisation chercheur et soignant, on voit que la répartition des enfants est similaire. Maintenant, lorsqu'on regarde la distribution des scores Edine à la mobilisation chez le soignant et le chercheur et la répartition des scores pour Evendolle, on voit que la distribution est comparable pour les 2 échelles. Et lorsque maintenant on regarde les critères de jugement principaux, la consistance interne est très bonne dans tous les cas, puisque supérieure à 0,80, que ce soit chez le chercheur et le soignant, à repos comme à la mobilisation, que le coefficient de corrélation intraclasse est également très bon, puisque supérieur à 0,80, et que le coefficient de corrélation entre Edine et Evendolle est également bon, avec un score supérieur à 0,8. Pour les critères de jugement secondaire, donc il n'y a pas eu a priori d'influence de la faim, je dis a priori parce qu'il y avait beaucoup de données manquantes pour cet item. Le temps de cotation, en revanche, il n'y avait pas de différence dans le temps de cotation entre Edine et Evendolle, que ce soit chez le chercheur et le soignant, même si le chercheur cote un peu plus vite Evendolle qu'Edine, mais avec une différence clinique qui n'est pas significative. Et entre le chercheur versus le soignant, le chercheur code un petit peu plus vite, mais ce n'est pas significatif.
Pour les items difficiles à côté, l'item qui ressort le plus souvent pour Edine est le sommeil. Et Evandol, c'est la position, notamment la position antalgique et la relation avec l'environnement. On voit que dans ces cas-là, c'est 7 fois sur 91 et la relation 4 fois sur 91. Par contre, Evandol avait la préférence des chercheurs comme des soignants dans plus de 2 tiers des cas, Et Evandol, dans la situation où se trouvait le patient, semblait plus adapté qu'Edine dans 74% des cas. Maintenant, on a regardé la sensibilité au changement avec la révélation après antalgique. Donc, on a vu qu'aucun enfant douloureux n'a reçu d'antalgique, ce qui est une bonne chose. Il y avait 48 enfants douloureux. Parmi ceux-ci, 17 ont reçu des antalgiques et ont été réévalués. Un n'a pas eu d'antalgique qui a été réévalué et malheureusement, les enfants douloureux qui n'ont pas eu d'antalgique n'ont pas été réévalués. Voilà, donc là, les résultats et la distribution des scores, encore entre Edine et Evandol, au repos comme à la mobilisation, chercheurs comme soignants, sont comparables. Et les critères de jugement principaux restent bons, avec un quotient alpha de Cronbach qui est très élevé, une CCIC qui est plus basse qu'avant antalgique, mais qui reste bonne, puisque supérieure à 0,6, et une corrélation Edine-Evandol qui est également bonne, avec juste Edine chez le chercheur, la corrélation est un petit peu moins bonne que chez le soignant, pour laquelle raison je n'ai pas d'explication à ce résultat. Donc, on voit qu'Evandol peut être une échelle intéressante pour évaluer la douleur aiguë continue non procédurale chez le nouveau-né à terme en maternité, qu'il a des bons critères de validité avec une bonne corrélation à Edine, qu'il a une meilleure validité d'apparence puisque c'est la préférence des soignants, mais un temps de cotation équivalent à Edine, contrairement à ce qu'on pensait. Les limites de l'étude, c'est qu'il y a eu peu d'enfants douloureux, moins d'enfants douloureux qu'on devait inclure. Alors c'est peut-être lié au fait que la maternité, les enfants sont dans un milieu bienveillant, avec un environnement favorable, où on favorise de plus en plus le pot à pot précoce et prolongé. Et les enfants qui n'ont pas été réévalués, en fait, étaient quand même surveillés, sans réévaluation clinique comme on l'avait demandé, mais une impression clinique de la part du soignant d'amélioration et donc pas de cotation pour ne pas déranger l'enfant, notamment qui était en pot à pot sur son parent. Il y a eu peu de réévaluations, donc la sensibilité au changement, il n'y a eu que 17 réévaluations. Donc peut-être une limite aussi pour dire que Evandol est toujours significatif après l'administration d'antalgique. Néanmoins, on a l'impression que les scores sont encore bons. Et puis, une des limites aussi, c'est que Evandol nécessite une mobilisation. Edine, la mobilisation n'est pas dans les critères d'évaluation, mais un enfant qui est en réanimation néonatale plusieurs heures est manipulé à un moment ou à un autre de son observation. Donc en conclusion, Evandol est une échelle qui est validée pour la douleur aiguë et prolongée. Elle est désormais validée dans plusieurs situations cliniques, donc aux urgences pédiatriques, où elle a été validée initialement, mais également maintenant en préhospitalier et par le transport par le SMUR et en salle de réveil post-opératoire. C'est une échelle qui est traduite en plusieurs langues, donc anglais, néerlandais, portugais, je ne sais plus lesquelles d'autres, mais il y a encore une 4e langue. Et donc, on peut se demander si Evandol pourrait être l'échelle unique utilisée pour l'hétéroévaluation de la naissance à terme à 7 ans, ce qui permettrait une harmonisation des pratiques et du coup une amélioration des pratiques, notamment de l'évaluation de la douleur chez les enfants. Voilà, je vous remercie. Merci Elisabeth pour ce retour concernant Evandol. Moi, je note qu'en tout cas, en début de journée, on avait parlé de cet effort nécessaire des soignants justement pour aller à la rencontre de l'enfant et que là, visiblement, cette échelle leur semble plus facile aussi d'utilisation et que ça sera sûrement un levier pour améliorer cette évaluation. Nous allons poursuivre avec Stéphane Eschobart qui va nous parler d'une étude auvergnate qui visait à voir l'intérêt de l'évaluation de la douleur chez le nouveau-né pour mieux la traiter et puis pour un usage raisonné du paracétamol en maternité. Tout à fait. Donc, le rationnel de cette étude, c'est de partir du constat que même en dehors de tout contexte pathologique, les conditions de naissance pouvaient induire des douleurs chez le nouveau-né. Selon plusieurs études, environ 20% des nouveau-nés. Il peut s'agir de situations de dystocie, de naissance instrumentale, notamment par le biais du recours aux ventouses, qui a permis de réduire le nombre de césariennes,
mais également le fait de lésions iatrogènes, plaie de Bistori par exemple au cours d'une césarienne. Donc il y a un risque de douleur dans un nombre non négligeable d'enfants naissant dans des conditions parfaitement normales. Pour ce qui concernait notre maternité, qui est une maternité de niveau 1 au centre hospitalier d'Issoire, antérieurement, nous n'avions pas de ciblage a priori et non plus d'échelle de douleur chez le nouveau-né. L'enfant pouvait être mis en condition de confort, avec l'utilisation d'une poche à eau, par exemple, en cas de bosse sérosanguine, l'utilisation du pot à pot, bien sûr. Les bébés étaient traités par paracétamol s'il était constaté des plaintes formelles, et notamment de l'agitation, des pleurs, de l'inconsolabilité, ce qui ne permettait pas à l'époque, n'était pas très utile pour les bébés en atonie psychomotrice notamment. Nous utilisions du paracétamol à la dose de 10 mg par kilo toutes les 8 heures, par voie orale, selon des recommandations de handbook pédiatrique, ce qui ne correspond pas à différentes recommandations actuelles mises à jour, avec recours au saccharose jusqu'à 4 fois par jour. Là aussi, discutable, nous y reviendrons tout à l'heure. Pardon. Nous avons cherché également à savoir ce que faisaient les autres maternités de notre région, donc l'Auvergne, à savoir qu'il y a 9 maternités. Nous avons donc envoyé un questionnaire à ces différentes matères. Donc 3 maternités, dont la nôtre, faisaient comme nous. Donc c'est-à-dire pas d'échelle d'évaluation et traitement par paracétamol à la constatation de signes patents de douleur par les soignants. Et une maternité ne faisait pas de surveillance systématique ni de ciblage. Par contre, devant des points d'appel positifs, utilisait l'échelle Edine et par contre ne faisait pas de contrôle d'efficacité du Doliprane, du paracétamol, et la dose utilisée était de 15 mg kg toutes les 6 heures. Or, nous avons vu à travers plusieurs études, dont celle déjà citée aujourd'hui, que la douleur chez le nouveau-né pouvait avoir un impact négatif, y compris à très long terme, sur la sensibilisation à la douleur. Les douleurs ressenties lors d'un soin ultérieur est plus forte, une anticipation anxieuse accrue notamment lors des soins, mais aussi un impact psychocognitif à travers plusieurs études. De ce constat découle l'idée qu'il faut se poser la question de savoir si le dépistage de la douleur est fait suffisamment en maternité et si la douleur est suffisamment prise en charge. Nous avons donc monté une étude qui avait pour objectif principal d'évaluer l'intérêt de la mise en place d'une hétéroévaluation systématique de la douleur chez les nouveau-nés à risque, et ce par le biais de l'évaluation de l'utilisation du paracétamol. Nous avons également déterminé 2 objectifs secondaires qui étaient de comparer les échelles Edin et Evandol. Donc Evandol n'était pas validé au moment de l'étude, puisque l'étude d'Elisabeth était en cours, et également évaluer l'efficacité du paracétamol à la dose qui était habituellement utilisée chez nous, à savoir donc 10 mg kg toutes les 8 heures. Nos critères d'inclusion étaient les enfants nés à 36 semaines d'aménorrhée et plus, susceptibles de présenter une douleur dès la salle de naissance, donc dystocie, extraction difficile, extraction instrumentale, lésion objectivable dès la naissance, mais ne présentant pas de pathologie organique sévère qui aurait nécessité un transfert en service spécialisé ou une maladie contre-indiquant l'utilisation du paracétamol. Nous avons donc procédé en 2 phases. Une première phase dit groupe 1, qui était rétrospective. Nous avons repris l'ensemble des dossiers de naissance sur 6 mois. Nous avons identifié à partir de ces dossiers tous les nouveau-nés susceptibles d'être a priori douloureux, colligé le recours au paracétamol pour ces bébés, à savoir le nombre de doses, la date et l'heure d'administration par rapport à l'heure de naissance de l'enfant. Ça n'avance pas, désolé, voilà. Donc une phase 2, dit groupe 2, celle-ci était prospective sur 6 mois. Donc tous les nouveau-nés à risque de douleur est identifié dès la naissance. Une évaluation par Edine et Evandol était réalisée avec une première éval entre H0 et H2, puis toutes les 4 à 6 heures maximum. La surveillance était arrêtée après 24 heures consécutives en dessous des seuils de traitement. Nous avions comme critère de traitement l'Edin, puisque Evandol n'était pas encore validé, donc avec traitement par paracétamol à 10 mg kg, donc à partir de 5.
Nous avons contrôlé l'efficacité du paracétamol à H1, c'est-à-dire à 1 heure de la prise de paracétamol. Et si le bébé était encore inconfortable, l'utilisation du saccharose, comme nous faisions auparavant, pour éviter qu'il y ait des biais d'utilisation thérapeutique. Nous avons donc formé les différents soignants à l'utilisation des 2 échelles et ciblé tous les nouveau-nés à risque. Donc ça, c'est les résultats que nous avons obtenus, à savoir que dans le groupe 1, nous avions 73 enfants et 53 dans le groupe 2. Et nous voyons que les 2 groupes sont comparables à la fois dans la répartition et du sexe ratio, dans les paramètres de naissance, et également dans les modalités d'accouchement, avec cependant une tendance à une plus grande utilisation de la ventouse dans le groupe 2. Sur 53 enfants traités donc dans le groupe 2, 39 ont eu un protocole complet Édin et Vendol, 10 ont eu un protocole complet uniquement par Édin, et 4 ont eu un protocole incomplet. Nous avons donc pu obtenir 423 évaluations Édin et 394 Évendol, avec 393 mesures Édin et Vendol simultanées. 44 scores Édin étaient supérieurs ou égal à 5 et 47 Évendol supérieurs ou égal à 4, qui sont les seuils de traitement. Concernant l'utilisation du paracétamol, globalement, moins d'enfants étaient traités 0 jour et moins d'enfants recevaient 0 dose, avec une bascule non statistiquement significative vers une prise ou un jour de traitement, qui est représentée ici. Mais, donc, comme je vous disais, c'était statistiquement non significatif, peut-être lié au nombre de patients inclus. En revanche, nous avions noté, nous, une différence significative concernant le sexe ratio, avec une plus grande quantité de garçons traités dans le groupe 2, alors qu'il n'y avait pas de différence pour les filles. Et donc une tendance, là aussi, à plus traiter les enfants dans le groupe 2, mais sans que ce soit statistiquement significatif, avec un P à 0,07. Concernant les variations des échelles avant et après traitement, donc pour les enfants traités, l'efficacité moyenne était excellente, avec un Édin qui passait de 6,7 à 1,4 après traitement, un Vendol de 5,6 à 1,6. Par contre, en cas d'efficacité insuffisante, on avait quand même une réduction de l'échelle Édin qui est passée de 7,7 à 5,2. Le taux d'accord entre les 2 scores était de 96,2% avec un kappa à 0,81 pour un intervalle de confiance à 95%, ce qui fait que nous avions trouvé une excellente corrélation entre les 2 échelles, mais ce n'était pas le but principal de notre étude. Concernant l'efficacité du paracétamol, donc sur 53 enfants, 21 enfants ont nécessité un traitement, 37 doses de paracétamol ont été administrées et 36 contrôles à H1 ont été effectués, ce qui est plutôt bien. Sur les 36 prises de paracétamol évaluables à 1 heure, on a été insuffisant au niveau de l'efficacité à 4 reprises. On a eu une reprise de douleur avant la 8e heure à 2 reprises et l'efficacité globale a donc été évaluée pour la première heure à 83%. Donc, dans notre étude, environ 20% des enfants sont à risque d'être douloureux, ce qui correspond aux publications. La principale source de traumatisme et de douleur potentielle, chez nous en tout cas, a été la ventouse, donc 80% en phase 2. La mise en place des échelles de douleur systématiques ne change pas statistiquement la quantité de paracétamol utilisée, mais donne quand même l'impression d'une meilleure prise en charge, et ça a été évalué à l'oral auprès des soignants, et montre que le recours aux antalgiques systématiques n'est pas nécessaire. Et ça, c'est très important, parce que finalement, on ne traite qu'à peu près la moitié des enfants, et donc la moitié des enfants ne nécessite pas de traitement, il n'est donc pas utile de traiter tous les enfants a priori. Et donc, notre étude suggérait une sensibilité à la douleur différente selon le sexe. J'ai presque terminé. Concernant les limites de notre étude et les perspectives futures, donc 83% des patients sont soulagés à H1 avec la dose de paracétamol que nous utilisions, et donc on aurait probablement été meilleur avec 15 mg kg. Reste en suspens l'impact du sexe sur le ressenti de la douleur à la naissance et cette différence significative de prise en charge, non significative au plan statistique, qui nécessiterait donc des études avec plus d'inclusion, parce qu'on a quand même une tendance à la fois dans le nombre d'enfants traités et dans l'évaluation et la douleur. Et il y a une impression formelle des soignants de mieux faire, et ça c'est indéniable. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va peut-être enchaîner avec la dernière présentation et puis on fera une discussion générale. Et donc, on accueille maintenant Myriam Blidi qui représente l'association Sparadra et qui va nous présenter, je crois, les nouvelles productions de l'association. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Alors, je viens. Mon diapo. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui des dossiers de conseil qu'on va mettre en ligne et qui sont destinés aux parents. Alors, on a déjà, diapo suivante. On a déjà de nombreux dossiers de conseils pour les parents qui sont en ligne sur la santé au quotidien, sur les soins dentaires, les visites médicales, la santé mentale, la prise de médicaments, par exemple, et aussi sur les soins, les examens et tous les moyens pour les parents pour accompagner au mieux leurs enfants. On a aussi des dossiers, diapo suivante, sur les interventions chirurgicales, la maladie grave, la prématurité. Alors, ces contenus, on s'attache vraiment à les actualiser régulièrement et à les enrichir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux dossiers que nous allons mettre prochainement en ligne. Alors, diapo suivante. Donc, le premier dossier portera sur un dossier sur le pot à pot. Oui, je veux bien la diapo suivante. Sur le pot à pot en salle de naissance et en néonatologie. On en a parlé. D'autres intervenants ont parlé de l'importance notamment Thierry Poibeau sur le développement des bébés. Et donc, c'est un dossier qui fait suite un petit peu à d'autres outils qu'on a créés à Sparadra et qu'on diffuse déjà depuis plusieurs années, avec l'idée pour Sparadra de multiplier un petit peu les supports d'information et pour essayer de s'adapter au plus grand nombre. Alors, ce dossier, il évoquera autant la salle de naissance, diapo suivante, autant la salle de naissance en mettant l'accent sur l'importance de ce premier contact dès la naissance du bébé. Et il décrira aussi cette pratique du pot à pot en néonatologie, et que ce soit en niveau 2 ou en niveau 3 où on trouve de la réanimation néonatale. On a là des photos issues d'un film que nous avons réalisé sur ce sujet. Alors, dans ce dossier, justement, on présentera aussi d'autres ressources complémentaires qu'on vous verra, que je vais vous montrer dans la diapo suivante, et notamment donc, le film dont je vous parlais, qui évoque aussi le pot à pot en salle de naissance et en réanimation. Donc, on voit très concrètement en image les bienfaits, comment ça se déroule. Et également un guide qu'on voit sur la diapo suivante, réalisé par Sparadra également, sur le pot à pot avec le bébé prématuré. Et là, on la voit sur la diapo suivante. Voilà. Donc, on voit quelques images et qu'on diffuse déjà depuis longtemps. Le dossier présentera aussi évidemment d'autres ressources complémentaires pour les parents et pour les aider vraiment à s'y préparer. Puis, encore une fois, à souligner l'importance de ce contact pour les bébés et leur développement, et puis pour le lien évidemment qui se crée à ce moment-là. Alors, le deuxième dossier que je vais vous présenter portera donc sur les soins et examens du nouveau-né. Alors, avec notamment un focus sur les tests de dépistage néonataux, et avec des objectifs, évidemment, avec l'objectif d'informer les parents sur pourquoi on réalise ces tests, comment on peut s'y préparer, et puis présenter vraiment tous les moyens aussi médicamenteux, non médicamenteux, pour accompagner et que ça se passe au mieux
rappelons que quand même ces tests de dépistage vont souvent être les premiers gestes invasifs pratiqués sur un bébé. Donc, d'où l'importance aussi que ça se passe au mieux. Alors, ça se présentera sur la diapo suivante un petit peu de cette façon-là, un peu comme nos autres dossiers hein, qu'on peut déjà voir sur le site de Sparadrap. Et voilà, on y présentera aussi d'autres sites, comme sur la diapo suivante, le site de la HAS qui donne aussi des informations complémentaires, le site des 1000 premiers jours. Donc des sources quand même, des sources absolument fiables et validées. On s'y attache vraiment à Sparadrap. Et la complémentarité, enfin, ce qu'on espère apporter avec ce dossier, que c'est vraiment qu'il soit complémentaire. Justement, le site d'Amélie, alors il explique très en détail le nombre de tests, leur objectif, l'âge auquel on les pratique, etc. Celui du ministère de la Santé, il est plutôt axé, on va dire, sur l'importance de réaliser ces tests dans le cadre de la prévention hein, des maladies graves, génétiques. À Sparadrap, nous, on va s'attacher, comme on le fait depuis de nombreuses années, à donner des pistes aux parents pour accompagner au mieux leur bébé en termes d'inconfort, de douleur, d'ambiance du soin, et puis de les aider à trouver leur place de parents dans cet accompagnement très précoce. Voilà, j'aimerais aussi, mais je n'ai pas de diapo à vous présenter, vous dire aussi que, et c'est pour faire le lien avec la présentation de Juliette Andregagnin ce matin sur les émotions des enfants, on a mis en ligne récemment 2 vidéos, l'une pour les enfants et l'autre pour les adolescents, pour les aider à exprimer en fait leurs émotions. Et notamment en lien avec la crise sanitaire et toutes les conséquences sur les émotions, sur la santé mentale des enfants. Elles sont visionnables, ces 2 vidéos, sur notre site internet. Et diapo suivante. Donc Ah non, alors, encore la diapo suivante. Voilà. Merci. Donc, les 2 dossiers que je viens d'évoquer, hein, ils seront en ligne sur notre site en janvier 2022. Les vidéos dont je viens de vous parler sont déjà consultables. Et voilà, je vous invite, vous, en tant que professionnel, à informer les parents de l'existence, parce qu'on espère à Sparadrap vous aider à informer, à préparer ses parents, et n'hésitez pas à leur parler aussi de l'existence de toutes ces ressources voilà, qu'on met en ligne pour eux, qu'on actualise et qu'on espère le plus pertinent possible pour eux. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tout le monde pour ces présentations. Alors, on va peut-être relayer déjà quelques questions via le chat. Je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, alors déjà une première question concernant Evandol, où on nous demande voilà, si Evandol si des études en fait vont être faites pour éventuellement valider Evandol en néonatologie. Chez le prématuré. C'est le prématuré. Alors la réponse c'est non, pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'échelles validées chez le nouveau-né. En néonatologie, EDIN est une très bonne échelle qui est tout à fait adaptée, qui a été validée pour ça dans les services de réanimation néonatale. La difficulté d'EDIN, on l'a dit, c'est qu'elle est longue à s'approprier, mais une fois qu'on est formé
il faut s'en servir dans les services. Il ne faut pas rajouter une échelle. Et l'autre réponse, c'est que un travail de validation d'échelle, c'est un travail très long et très difficile. Personnellement, je ne le fais pas une deuxième fois. Donc, si quelqu'un veut le faire, c'est un travail qui est possible. Non, mais pourquoi pas? La réponse est pourquoi pas. Mais en tout cas, ce ne sera pas moi qui le ferai. Le message, en fait, c'est qu'on a des outils et qu'il faut s'en servir. Alors, c'est vrai que si Evandol était aussi validé chez nouveau-nés prématurés et qu'on pouvait s'en servir dans les services de réanimation, ce serait fantastique. On aurait une échelle unique de la naissance à 7 ans, quel que soit l'âge gestationnel. Mais Evandol a quand même des limites aussi qui peuvent peut-être ne pas être appliquées chez nouveau-nés prématurés, notamment la position antalgique. C'est ressorti pour seulement 4 enfants, mais c'est quand même ressorti. Un nouveau-né très prématuré, les 24, 25, 26 semaines, on ne sait pas alors quelle est leur position antalgique. Ils n'en ont probablement pas, ils n'ont pas assez de force pour se mettre en position antalgique. Donc le message, c'est plutôt utilisons les échelles validées que nous avons en notre possession pour s'en servir. Ce travail de validation des Evandol en maternité, c'était pour améliorer l'évaluation des nouveau-nés en maternité qui en fait sont sous-évalués de façon certaine, puisque quand on fait les différentes enquêtes, on voit bien que les bébés en maternité ne sont pas évalués ou sont sous-évalués, ou quand ils sont évalués, ils le sont sur une impression clinique de douleur, parce que Edine qui était utilisée semble trop longue à utiliser. Enfin, plutôt pas tellement longue, mais difficile à utiliser, parce que les items sont compliqués. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un outil qui avait la préférence des soignants. On pensait que ce serait utilisable plus vite, en fait, ça n'est pas le cas, mais le fait d'avoir un format de poche, dont je n'ai pas parlé dans la présentation, si chaque soignant en maternité a la réglette de poche dans sa poche, peut-être que les enfants en salle de naissance comme en suite de naissance seront mieux évalués. C'était un peu ça l'objectif du travail, c'est augmenter la prise en charge, le dépistage et la prise en charge des nouveau-nés à terme en maternité, qui pour la plupart vont bien, mais il y en a quand même 20% d'entre eux à peu près, qui peuvent avoir une douleur prolongée, qui est parfois sous-évaluée et du coup maltraitée. Merci beaucoup. À ce propos, alors j'ai peut-être pas été suffisamment attentif à tes diapos, mais j'étais surpris par les proportions respectives dans vos deux études d'enfants qui avaient des scores au-delà des seuils de douleur. Il me semble que pour toi c'était 50% quasiment. Non, moi j'avais 50% d'enfants douloureux à peu près. Alors que c'était 20%. Non, c'est la même chose. 20%, c'est tous les enfants qui potentiellement étaient à risque d'être douloureux. Et effectivement, dans cette proportion-là, d'enfants évalués systématiquement, on en a 50% qui ont des échelles d'évaluation positives et qui nécessitent un traitement. D'accord. Ça rejoint complètement l'étude. Mais je pense qu'on a un biais de sélection, un biais d'indication, parce qu'en fait, nous, on cherchait des enfants douloureux. Donc, oui, on était plutôt en salle de naissance quand il y avait une extraction instrumentale. On n'a pas dépisté de façon systématique tous les enfants qui naissaient sur une période donnée. Si en prospectif, on avait dit pendant une semaine, on évalue tous les enfants qui naissent, probablement que la proportion d'enfants douloureux serait moindre. Nous, on cherchait des enfants douloureux. D'ailleurs, on n'a pas trouvé autant qu'on en voulait. Mais voilà, probablement qu'il y en a moins que ça, mais il y en a quand même. Et est-ce qu'on a des données épidémiologiques en population globale, tout venant, combien de nouveau-nés à terme sont concernés ou montrent des signes de douleur? Est-ce que c'est un élément À ma connaissance, c'est pas connu. J'ai regardé la dernière enquête nationale périnatale, donc celle de 2000, l'année dernière, on n'a pas encore les données. Et quand on regarde 2016, en fait, les enfants qui seraient susceptibles d'être douloureux, c'est éventuellement les extractions par le siège, parce qu'ils peuvent avoir plus d'hématomes que les autres, c'est 4%. Et les enfants qui naissent par extraction instrumentale, c'est environ 10%. Donc, mais tous les enfants qui naissent par extraction instrumentale ne sont pas douloureux non plus. Donc, on n'a aucune donnée épidémio qui dise, enfin à ma connaissance, le pourcentage d'enfants à terme douloureux en maternité. Non, moi j'en avais pas trouvé non plus. Il faudrait qu'on évalue effectivement tous les bébés qui naissent et après, a posteriori, voir de quelle façon ils sont nés pour déterminer ce truc-là. Les facteurs de risque un peu de douleur en période natale immédiate. Alors on avait des questions sur l'étude d'Issoire qui était sur cette différence qui était observée en fonction du sexe de l'enfant. Une première hypothèse qui a été avancée était que via le chat, les soignants seraient plus attentifs aux garçons qu'aux filles. Alors c'est une question qu'on s'est posée, puisqu'effectivement la totalité des évaluatrices sont des femmes. Et donc est-ce qu'elles ont une certaine sensibilité à plus
évaluer la douleur chez les garçons. Après, comme c'est une échelle d'hétéro-évaluation qui se veut être la moins subjective possible, avec tous les biais que ça représente, en tout cas, c'est une question intéressante. Après, quand on fait un peu la bibliographie, il y a beaucoup d'études sur le ressenti de la douleur en fonction du sexe. Et il y a d'autres études qui montrent qu'effectivement, les garçons sont plus sensibles à la douleur que les filles, en tout cas selon les tests qui sont effectués, et quelle que soit la modalité du test. Donc, c'est une question un peu épineuse, je dirais, mais fort intéressante. Donc ça répond un peu à la deuxième question, deuxième hypothèse, qui était un seuil de sensibilité, fragilité plus bas chez les garçons que chez les filles, pour l'interrogation. C'est effectivement la question qu'on peut se poser, et je pense que ça peut être très intéressant de travailler le sujet. Okay. Pierrick, vous avez étudié cette différence filles-garçons dans votre labo, il me semble. Il peut rétablir le son pour M. Poibeau, s'il vous plaît. Ça serait fort intéressant. Oui. Alors effectivement, on a une étude qui est terminée, que Antoine Marteneau, un interne chez nous, est en train de finaliser. On a effectivement des différences garçons-filles qui sont identifiées. Oui. Et pour les prématurés, en tout cas, on a évidemment une plus grande fragilité des garçons avec des signes, par exemple, d'anxiété beaucoup plus marqués. Très bien. Il y avait alors une question qui peut vous concerner tous les trois. À propos de l'ocytocine, j'ai souvent entendu dire que l'imprégnation des nouveau-nés en postnatal était telle du fait de l'accouchement, en tout cas s'il y a eu une mise en travail spontanée, qu'il y avait un peu un effet antalgique chez l'enfant, et c'était souvent un argument avancé par certains collègues pour réaliser des gestes invasifs potentiellement douloureux, l'intubation pour ne pas la nommer en salle de naissance sans analgésie ou sédation. Est-ce qu'il y a des données physiologiques qui prouvent ça? Et sur le plan clinique, est-ce que vous avez pu regarder dans vos enquêtes, dans vos études respectives, si l'âge postnatal avait un impact sur les scores de douleur que vous avez utilisés, ou ce n'est pas une donnée que vous avez creusée? Pour ma part, non. C'est vrai que je n'ai pas spécifiquement regardé par rapport à leur naissance si on avait une douleur qui apparaissait plus ou pas. En tout cas, la majorité de nos enfants qu'on a traités, c'était dans les 24 premières heures. Ça, et avec des bébés qui étaient douloureux dès la naissance, dans les minutes qui suivaient. Moi, je n'ai pas non plus de données sur l'effet de l'ocytocine, le pouvoir antalgique immédiat de l'ocytocine sur le bébé qui vient de naître. À ma connaissance, il n'y a aucune donnée, mais Pierrick, peut-être que tu rectifieras, mais pour moi, c'est plutôt dans la construction du système nerveux et de la nociception que ça a eu un effet, d'après ce que tu nous as expliqué. On voit bien tous dans notre pratique quotidienne qu'un nouveau-né en salle de naissance, quel que soit le geste qu'on lui fait ou quelles que soient les circonstances de naissance, peut être douloureux. Un enfant qui a une blessure avec un scalpel et qu'on lui fait des points de suture, sans analgésie, c'est pas possible. Donc voilà, mais j'ai pas donné, ce sont que des données, et les données scientifiques publiées, je n'en connais pas personnellement, et nous n'avons pas du tout étudié non plus la différence de score selon l'âge de vie des bébés. Comme en plus on avait peu d'enfants douloureux, on n'aurait pas eu du tout d'effet, je pense, de quoi qu'il arrive. Parce qu'on n'avait que 17 enfants douloureux, donc ça n'aurait pas eu, je pense pas qu'on aurait eu d'effet, mais on l'a pas regardé en tout cas. Il faudrait le son pour Monsieur Poibeau, s'il vous plaît. Et parfait. Voilà, donc je partage l'avis que vous avez. On a une seule étude de recherche fondamentale qui propose cette hypothèse qu'il y a une forme d'anesthésie au moment de la naissance par une imprégnation complètement folle en ocytocine. C'est une étude fondamentale. Elle n'a pas été contrecarrée par d'autres études, mais elle n'a pas été confirmée non plus. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de faire attention aux produits qu'on utilise, en particulier la carbétocine par rapport à l'ocytocine naturelle ou administrée sous sa forme naturelle, et éventuellement la tosiban. Donc là, on a des molécules différentes. Et par exemple, la carbétocine a été montrée par le groupe d'Olivier Beau comme étant potentiellement délétère sur le système nerveux. Donc on voit bien que ce qu'on appelle des agonistes biaisés, là, c'est de la pharmacologie un peu moderne, là, mais la carbétocine ne va pas activer les mêmes voies dans les circuits et va pas avoir le même effet, n'aura pas d'effet antalgique par exemple. En tout cas, c'est ce que l'on a observé nous. Très bien.
Je ne sais pas si Pas vous voulez reprendre des questions. Je vais poser une question. Ah bah. Du coup, pour le paracétamol, pourquoi est-ce que vous avez choisi 10 mg kg et pas 15? Alors, en fait, c'était parce que quand on a fait des protocoles d'antalgie il y a longtemps, on s'était basé sur ce qui a été écrit dans des handbooks pédiatriques, où effectivement les posologies étaient assez vastes, parce que selon les différents pays, les différents secteurs, ça va de 10 mg kg à 15 mg kg, voire 7,5 dans certaines situations, et entre 6 et 8 heures. Et on était parti là-dessus, sur cette base-là. Et c'est vrai que la mise en place de cette étude nous a fait un peu réfléchir aussi par rapport à cette posologie-là. Et le but de notre étude est vraiment de comparer. On a gardé la même posologie au moment de l'étude pour avoir la même pharmacologie, finalement pharmacocinétique, que la phase 1. Mais effectivement, 15 mg kg paraît bien plus adapté là-dessus. J'aurais aimé comparer en fait aussi les deux, parce que 10 mg kg ça soulage quand même les enfants, mais il y a quelques échappements et c'est pas très convenable, quoi. Et du coup, là, maintenant, vous êtes passé à 15, Ouais. et en gardant l'intervalle de 8 heures ou 6 6 heures? heures. 6 heures, donc 15 mg kg toutes les 6 heures, oui. Ouais. Comme ce qui est recommandé finalement. Ouais. On trouve encore dans les handbooks pédiatriques, y compris récents, cette posologie-là. Oui, surtout intraveineux. Mais ça, c'est un autre sujet, les posologies du paracétamol, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une question justement à chaud. La diminution de la posologie du paracétamol à 7,5 mg kg en période néonatale est-elle encore d'actualité? C'est pour la voie IV? Par voie IV, du coup, on va supposer. Alors, la question est compliquée. Enfin, j'avais fait une présentation il y a quelques années déjà au congrès de l'UNESCO sur ce sujet. Donc, les travaux de Karel Allegart, qui est pharmacologue à Louvain, proposent que non. En fait, il y a des publications récentes en fait, où il propose, en fonction des résultats de pharmacocinétique et de pharmacodynamie qu'il a effectué chez un grand panel d'enfants prématurés à terme, il propose En fait, l'idée du 7,5 mg kg, personnellement, je dirais non, d'après les travaux d'Allegart. En fait, pour atteindre une paracétamolémie efficace, il faut administrer une dose de charge à l'enfant que lui préconise à 20 mg kg. Et ensuite, l'intervalle auquel on doit réinjecter va dépendre de l'âge gestationnel du patient, puisque, en raison de l'immaturité hépatique, le métabolisme du paracétamol va être différent selon l'âge gestationnel de l'enfant, et donc l'intervalle d'administration va varier selon l'âge gestationnel. Alors, j'ai plus en tête les strates d'âge gestationnel et les intervalles qu'il propose, mais ça va de 6 heures pour l'enfant à terme à 12 heures pour les enfants les plus grands prématurés. Mais l'idée de 7,5 mg kg, à notre sens, au sein du groupe pédiatre, en tout cas, est à bannir. Barbara Tournière a aussi travaillé, on travaille aussi avec les sociétés savantes, notamment la HAS, pour essayer de modifier cette recommandation de la HAS qui ont été publiées en 2009 maintenant, et qui préconise de ne plus d'utiliser le paracétamol par voie intraveineuse chez l'enfant de moins de 10 kg à 7,5 mg kg. Pour l'instant, ils n'acceptent pas en fait de revoir ces recommandations. Du coup, les services qui passent outre et qui font selon les recommandations des publications, c'est des pratiques de service. En fait, nous, on ne peut pas les recommander de façon nationale, mais chaque service s'approprie ou pas ce qui est dans la littérature. Et voilà, après, ça doit s'appuyer sur des protocoles, et ces protocoles doivent même s'appuyer sur l'evidence-based medicine, qui est solide pour le paracétamol intraveineux, mais qui néanmoins doit être utilisé encore avec prudence et après un score d'évaluation. Il ne faut pas faire de paracétamol systématique. Encore une fois, il faut évaluer les enfants avant de leur administrer un antalgique. C'est une question très difficile, la posologie du paracétamol. Quand on a amorcé l'étude, on s'est vite rendu compte que c'était loin d'être simple, parce qu'il y a beaucoup de recommandations différentes. Il y a des publications sur le IV en pharmacocinétique, il y en a beaucoup. En voie orale, on n'a pas grand-chose, voire rien. Et donc, c'est vrai que c'est des extrapolations d'utilisation. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a même sur certaines recommandations, en fonction de l'âge gestationnel, effectivement, on a soit une diminution de la posologie, soit un espacement des doses. Enfin, c'est vraiment pas si simple. C'est pas homogène, en tout cas. Merci.
cette question aussi. Et alors, donc une des questions qui nous est posée, c'est que faire pour les nouveau-nés résistants au paracétamol à 15 mg kg? Avec des doses de 15 Alors, mg si un kg. enfant est douloureux au point de ne pas répondre au paracétamol 15 mg kg, bah, il faut changer de palier. Et donc, ça veut dire administrer des morphiniques à cet enfant, puisque les anti-inflammatoires, je vous rappelle, sont interdits jusqu'à l'âge de 3 mois, sauf cas très très particulier, mais ça concerne les enfants de réanimation néonatale. Donc, si un enfant a besoin de plus de paracétamol, donc bien sûr, il faut mettre en œuvre aussi tous les moyens non pharmacologiques, hein, s'assurer du confort de l'enfant, favoriser le pot à pot, l'allaitement maternel si c'est une maman qui allaite, tout l'environnement sonore, lumineux, enfin voilà, tout le confort global de l'enfant. Et si malgré tout, rien n'y fait, et que la douleur reste non soulagée par du paracétamol, alors déjà, il faut être sûr que l'enfant n'a pas autre chose que ce à quoi on a pensé, donc vraiment refaire un examen clinique approfondi. Et puis après, si on doit passer au morphinique, donc nalbuphine ou morphine, dans ces cas-là, c'est un enfant qui doit être hospitalisé et pris en charge pour sa douleur et la cause de la douleur surtout. Parce qu'un enfant non soulagé en maternité avec du paracétamol et tous les moyens non pharmacaux qui vont autour, c'est qu'il y a quelque chose de peut-être pas simple derrière. Donc voilà, c'est un enfant qui mérite des soins continus et une surveillance rapprochée. Tout à fait. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient dans notre étude encore douloureux à 1 heure, en fait, finalement, à la 2e heure, il ne l'était plus. On n'avait plus de score au-dessus de 5 pour EDA. Et voilà, et effectivement, donc les mesures non pharmacologiques sont indispensables, doivent être même mises en place dès le départ, en fait, presque même en anticipant les enfants qui peuvent être douloureux. Ça fait, ces mesures non pharmacologiques, ça fait la transition avec une question pour Myriam Lydie, qui était de savoir si vos documents évoquent justement les moyens non pharmacologiques de soulagement de la douleur, la succion non nutritive, le pot à pot bien sûr, mais dans sa fonction aussi antalgique, en plus du lien, etc. Oui, absolument. Oui, on a d'ailleurs, tout à l'heure on parlait des travaux de Pierre Kuhn ou de la Société française de néonatologie, et bien sûr on s'appuie toujours, parce que c'est aussi l'idée de montrer que ce n'est pas, mais tant aux parents, hein, aux professionnels, c'est pas tant de mettre un bébé peau contre peau, c'est pas juste agréable, c'est pas juste un moment, je veux dire, sympa. C'est que, voilà, on essaye de vraiment pointer les bienfaits physiologiques, les bienfaits au niveau du développement et de la sensation douloureuse et de la diminution de la douleur. Donc ça, je pense que c'est très, très important de le souligner et de, voilà, parce qu'on peut imaginer que c'est juste, en tout cas, même des parents peuvent imaginer que c'est juste prendre son bébé, mais nous, on pense que c'est important de leur montrer que c'est aussi un soin, en fait, et aussi un moyen de lutter contre la douleur. Donc, oui, on met très en avant tous ces aspects. Oui, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, il y a quelques années, Olivier Beau, qui a été évoqué par Pierrick, considérait que c'était un traitement neuroprotecteur pour les enfants nés prématurés, le pot à pot précoce et le plus fréquent possible. Je rebondirai juste sur une ligne qui est dans votre abstract. Je n'ai pas revu là, mais je pense qu'elle a beaucoup de sens aussi. Vous écriviez qu'en fait, il y avait des évaluations de la douleur qui étaient déterminées à des temps précis, mais qu'il y avait une auxiliaire qui présentait aussi les signes aux parents et qu'il pouvait y avoir une évaluation de la douleur à la demande des parents. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, les parents sont penchés sur leur enfant, et je pense que en tant que partenaire affectif du soin, tout ça, je pense que décrypter avec eux ces signes-là, ça a beaucoup de sens. Déjà parce que les auxiliaires ne sont pas auprès d'enfants 24/24. On essaie de laisser les enfants et les parents ensemble en étant le moins intrusif possible, parce que c'est quand même une partie de leur existence plus qu'importante. Et ce lien est primordial. Mais le fait d'informer les parents dès le départ que potentiellement ils peuvent avoir une douleur, que tel ou tel signe évoque, et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler la sage-femme, l'auxiliaire, s'ils ont le moindre doute, c'est très important, parce que ça nous permet justement, entre deux passages, d'être alertés en cas de besoin. Ok, très bien.
Moi, j'ai juste une question pour Myriam. Pour le dépistage, il va y avoir un livret disponible qu'on pourra se procurer pour les maternités ou c'est en ligne? Non, ce sera en ligne, en tout cas dans un premier temps, mais bon, comme je le disais, comme on fait souvent un sparadrap, c'est-à-dire qu'on peut aussi décliner sur différents supports. En tout cas, pour l'instant, ce sera en ligne. Et peut-être un jour, en effet, si on a cette demande, ou en tout cas ce constat que ça peut être utile de l'avoir fait en papier, on pourra aussi y travailler. Ok, merci. Pour revenir sur la thématique du paracétamol, on a une question qui est on n'utilise plus trop les suppos si, point d'interrogation. La réponse est non. Non. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Non, la réponse est non, c'est pas recommandé. Tout à fait. L'absorption rectale est très aléatoire. Et donc, ce qui est recommandé, c'est la voie orale. Ça devrait presque même plus exister, en vrai. Question, quel est l'impact de la prise de paracétamol d'une mère drépanocytaire sur son nouveau-né? Question pointue. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Non, et puis on peut même se poser la question du pourquoi le paracétamol chez une drépanocytaire, soit elle n'est pas symptomatique, elle a pas mal, soit elle a mal et auquel cas ça suffira pas. Mais je sais pas. Non, après une mère qui prend un antalgique parce qu'elle en a besoin, c'est un impact. C'est une femme qui prend du paracétamol pendant sa grossesse, sur l'effet sur le nouveau-né. J'imagine, oui. Oui, parce que alors l'imprégnation du paracétamol chez un fœtus, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. En tout cas, c'est pas une littérature que j'ai faite. Cela dit, une femme drépanocytaire, si elle prend du paracétamol, on peut supposer pendant une crise drépanocytaire. Effectivement, en général, en crise drépanocytaire, le paracétamol ne suffit pas. On va avoir toute une après-midi là-dessus. Et par ailleurs, voilà, la personne doit prendre du paracétamol à dose posologie minimale efficace. Il ne doit pas non plus y avoir d'intoxication au paracétamol. Donc, il y a probablement un passage de paracétamol chez le nouveau-né. Alors, est-ce qu'un nouveau-né qui naît avec une mère qui vient de prendre du paracétamol juste avant la naissance doit avoir moins mal ou pas? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre non plus. Juste pour compléter et être totalement objectif sur le plan scientifique, il faut savoir qu'il y a des très larges études de cohorte qui montrent une association entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et un risque accru de troubles du spectre autistique par la suite. Voilà, c'est une association, ce n'est pas une relation causale, c'est quand même des choses qui sont publiées. J'avoue personnellement, j'ai du mal à comprendre les mécanismes physiopathologiques qui pourraient associer ces deux événements, mais ça fait partie des précautions qui sont avancées sur l'usage du paracétamol, notamment chez les nouveau-nés prématurés, puisqu'ils sont à un stade équivalent à un stade de troisième trimestre de la grossesse. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Non, j'ai vu passer ce papier-là, effectivement, qui n'est pas très très vieux. Hein, mais, alors après, ce qui est surprenant, c'est le nombre de femmes enceintes qui sont amenées à utiliser du paracétamol de façon régulière pour diverses raisons. Et la prévalence de l'autisme, c'est un peu surprenant. Je suis d'accord. Alors, jusqu'à quel âge corrigé est-il judicieux d'utiliser l'édine chez un ancien grand prématuré? Vas-y. Je crois que c'est validé jusqu'à 1 mois. Mais... Oui, c'est 1 mois post-natal. Après, les services de soins continus l'utilisent jusqu'à... Enfin, l'édine était utilisée, en tout cas jusqu'à l'arrivée des vendoles, jusqu'à 4 mois, hein, souvent. 4 mois en pédiatrie générale. Les nourrissons hospitalisés jusqu'à 4 à 6 mois, même pour certains. C'est édine qui était utilisée. Petit à petit, Evandol a remplacé édine dans les services de pédiatrie générale. Et donc, voilà, c'était 1 mois. Dans la publication Princeps, il me semble que c'était 1 mois d'âge corrigé. Voilà. Maintenant, je n'ai pas plus de données que ça. En pratique, il me semble quand même que du moment qu'ils sont sortis du secteur néonatal, ils sont plutôt évalués quand ils le sont par Evandol que par EDIN. EDIN, c'est plutôt réservé effectivement au service de néonat, aux mater pour ceux qui l'utilisent, jusqu'à ce qu'on puisse avoir la validation. Voilà, maintenant, je pense que le message, hein, si je peux me permettre, c'est d'utiliser Evandol à partir du moment où l'enfant quitte la néonatologie, que ce soit en maternité ou dans un service de pédiatrie générale.
Evandol semble avoir toute sa place, ça permet d'avoir une uniformité d'évaluation, tout le monde parle le même langage, on a tous la même règle, la même échelle, et ça évite la multiplicité des échelles, donc de 0 à 7 ans, Evandol peut être utilisé, voilà, comme ça, pour la traçabilité dans un dossier médical, c'est une seule échelle qui est utilisée pour tous les enfants, quelle que soit leur situation clinique, en pédiatrie générale. Ouais. D'ailleurs, plus il y a d'échelles et moins elles sont utilisées en pratique. Enfin, c'est vraiment l'impression qu'on a dans les services, le fait de dire, voilà, il y a une échelle jusqu'à 7 ans et 2 après, ça permet d'être à peu près sûr que ce soit fait, quoi. Voilà, pour des questions. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs et bravo pour vos présentations passionnantes et pour vos contributions à la cause. À la cause, oui. Donc on va faire une pause et reprendre cet après-midi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir Pierrick.